ce qui est décrit, c'est une nouvelle qui a eu lieu déjà, qui donc vient du passé, et qui néanmoins se dirige vers nous, comme si ça faisait partie de notre futur. En réalité, c'est une temporalité très curieuse, quelque chose qui à la fois serait derrière nous et qui viendrait vers nous. C'est quelque chose de très étonnant. Et effectivement, ça explique pourquoi les gens n'arrivent pas à être leur propre contemporain, nous y compris. C'est très difficile d'être son propre contemporain, parce que cet événement dont nous parlons et qui détermine nos vies se situe dans le temps de manière non linéaire. C'est quelque chose qui est à la fois derrière, devant. Et c'est ça qui est le plus paradoxal et le plus curieux. Voilà, La grande histoire qu'on a appelée les temps modernes, non seulement touche à sa fin, et finalement peu d'entre nous s'en rendent compte, mais elle est accompagnée d'une perversion qui ne cesse de la rendre activement abominable. Les temps modernes, c'est évidemment depuis entre autres Descartes, la volonté de se rendre maître et possesseur du monde. C'est ce qui est accompagné par ce qu'on a appelé la technique, mais c'est aussi par le même mouvement une entreprise qui a mené aux tranchées de Verdun durant la Première Guerre mondiale, à Auschwitz-Birkenau, à Hiroshima-Nagasaki. Les temps modernes possèdent dans leur propre élément une nervure qui de Prométhée nous fait passer à Lucifer, si je puis dire, dans un même geste. Ce dans quoi nous sommes pris, c'est précisément la courbure des temps modernes. Les temps modernes, d'une certaine manière, n'arrivent pas à leur fin, mais il y a comme cette courbure qui fait que les temps modernes sont comme engloutis dans cette espèce d'étrange figure courbée et un peu inquiétante. C'est-à-dire que les temps modernes nous conduisent vers l'émancipation, en apparence, et ce qui arrive, c'est exactement le contraire. Il y a une espèce de retournement, c'est la servitude. Devenir sa propre cause, ça veut dire aussi se fabriquer lui-même. Et c'est là aussi que la courbure devient particulièrement inquiétante, parce que si l'homme est censé se fabriquer lui-même, il devient à la fois son propre sujet, son Prométhée d'une certaine façon, mais en même temps un pur matériau, usinable à merci. Et c'est là où il y a un effet tragique de la courbure, d'une certaine façon. On ne peut plus croire décemment au progrès au sens où l'affirment les temps modernes après 1914. Moi, je pense que le discours progressiste après 1914 est obscène. Il est même, d'une certaine façon, grotesque. Et pareillement, au moment de la révolution industrielle, ce qui va arriver, c'est progressivement l'effet en retour d'une destruction, par exemple, du climat. La technique va assurer les moyens, au temps moderne, de réaliser le projet. L'émancipation, l'autonomie, prendre la place de la cause. Mais qu'est-ce qu'on constate 2 ou 3 siècles après la mise en place des premiers paradigmes scientifiques ou des premières industries? C'est que le monde est devenu un déchet. Et les moyens qu'on avait mis en place, donc pour assurer le projet de la modernité, se retournent contre la modernité. Alors comment est-ce qu'on en est venu là? Comment est-ce que cette courbure a pu nous prendre dans son tourbillon, en sorte que la technique qui était censée nous assurer la mainmise sur la nature, la maîtrise sur notre destinée, fait de nous, en fait, l'objet de son propre processus. C'est qu'il y a quelque chose, probablement à l'intérieur même de la science, qui n'est pas simplement un déploiement technique, mais une attitude, en fait, de penser, une façon de se tenir devant le monde, quelque chose de morbide et de redoutable. Et la science va se déployer à partir, bizarrement, d'un abandon par rapport à l'infini, mais en même temps, cet abandon va être l'occasion d'un gain de puissance, un gain d'effectivité, un gain de rationalité. Et ce déploiement de la science, lorsqu'on l'envisage 3 siècles plus tard, on voit qu'il opère non plus simplement sur le monde, mais sur l'homme, envisagé comme matériel, comme lieu d'une possible expérience illimitée. Et lorsqu'on arrive au sortir de la Seconde Guerre mondiale, après que la science est accouchée de la possibilité atomique, donc la possibilité à chaque instant de porter le ravage comme jamais,
mais également d'une nouvelle forme de gestion de l'information qu'on appelle la cybernétique, qui signifie science du commandement, tout simplement. Et de la Shoah, la découverte des camps d'extermination, la fabrication industrielle de cadavres, la science, et par là j'entends la technoscience, va engendrer ce que nous avons appelé le dispositif, c'est-à-dire un mode de gestion des êtres et des choses, d'agencement des êtres et des choses qui fonctionne sans l'être humain, mais qui pose l'être humain à l'intérieur de son agencement perpétuel, comme n'importe quelle réalité. Et ce dispositif, personne n'est aux commandes. Personne ne lui indique l'agenda qu'il doit suivre. Il suit sa propre courbe, il suit sa propre dynamique, et il s'engendre dans le fait de calculer, dans le fait d'adresser à chacun une position qu'il va pouvoir appréhender dans un calcul statistique. Et donc il nous enjoint en fait d'être les fonctions de son flux dans le monde liquide qu'il crée, les fonctions de sa démultiplication de puissance et de pouvoir. Le propre du dispositif, c'est qu'il se tient de tous les côtés en même temps, en fait. C'est une position de pouvoir qui résulte de la connexion de tous les réseaux numériques. De sorte qu'effectivement, les révolutions pensées dans l'ordre des temps modernes sont toutes caduques, parce qu'elles supposent toute une diachronie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une succession dans le temps, il y a un progrès et puis il y a une révolution. La révolution devient impossible quand tout est en quelque sorte déjà précédé par un instant spectral qui est évidé de toute présence.